Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag où nous abordons une thématique plutôt classique mais indémodable. Une thématique qui s'impose à chaque fois qu'on parle de jeûne ou du mois sacré du Ramadan que nous nous apprêtons à accueillir dans quelques jours. Avec mes invités ce soir, nous nous adressons à toute personne vivant avec une pathologie chronique nécessitant une prise régulière de médicaments, diabète, hypertension artérielle, pathologie cardiaque, épilepsie. Finalement, nous ne sommes pas tous égaux devant le jeûne. Alors, à quel moment plutôt peut-on jeûner? À quel moment doit-on rompre le jeûne ou ne pas l'observer du tout? Quels sont les scores qui nous permettent de reconnaître les personnes éligibles au jeûne? Et à quel point est-il important d'écouter son médecin et de se faire accompagner justement lorsqu'on veut jeûner? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir le docteur Laïfa Mohamed. Vous êtes diabétologue, vous êtes président de la Société algérienne de la recherche médicale, la SARM. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Oumnia Nadia. Vous êtes interniste, vous êtes chef de service médecine interne au niveau du CHU Zmerli Al-Harrach. Bonsoir. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de cette pathologie. C'est moi qui vous remercie de venir sensibiliser justement autour de ce sujet. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Adjout Naïma. Vous êtes cardiologue installé à votre compte. Bonsoir. Oui, bonsoir, ravi d'être avec vous. Merci à vous. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Fethi Benachnou, qui est aussi un collègue qui fait beaucoup de sensibilisation sur les radios et télévisions. Il n'est plus à présenter. Vous êtes médecin généraliste, vous faites également beaucoup de sensibilisation, comme je le disais à l'instant. Bienvenue. Merci. Et je plonge, j'enlève mon masque. Oui, moi aussi. Oui. Alors bienvenue à tous. Je disais à l'instant qu'on parle ce soir d'une thématique qui s'impose d'elle-même à chaque fois qu'on s'apprête à accueillir le mois du jeûne, parce que pour quasiment tous les Algériens, accomplir ce pilier de l'islam est quelque chose de très important et c'est souvent très compliqué de parvenir à convaincre les personnes, même vivant avec une maladie, de ne pas jeûner. Mais finalement, professeur Oumnia, nous ne sommes pas égaux devant le jeûne, finalement. Non, effectivement, nous ne sommes pas égaux. Il y a des malades qui peuvent jeûner, il y a des malades qui peuvent ne pas jeûner. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit dans les maladies chroniques, il y a des pathologies différentes, mais chaque malade est un malade, d'accord? Par exemple, c'est du cas par cas, en fait. Oui, c'est cas par cas. Cas par cas. Un malade qui a une maladie chronique, bon, nous, ce qu'on voit, par exemple, dans le service, on a beaucoup de maladies auto-immunes, beaucoup de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, beaucoup de diabétiques avec des complications dégénératives. Et chaque malade nécessite un suivi et une éducation thérapeutique particulière. C'est-à-dire que le malade, si par exemple on voit que sa maladie est déstabilisée, le malade qui doit jeûner doit avoir une maladie stable. Que ce soit une hypertension artérielle, que ce soit un diabète, il doit être bien équilibré. Que ce soit une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une maladie auto-immune. S'il doit faire Ramadan, il doit être stabilisé. On ne peut pas autoriser le jeûne du Ramadan à un malade qui n'est pas stabilisé, oui, par exemple. Oui, on y arrive. En tout cas, on va en parler avec des détails, oui, puisque c'est la thématique de cette émission. On va en parler pendant plus de 50 minutes. Docteur Laïfa, on parle beaucoup des diabétiques, parce qu'ils représentent quand même quelque chose comme 14% de la population, peut-être un peu plus. Ça, c'est juste le côté visible de l'iceberg. Aujourd'hui, il existe des scores, je le disais un peu en préambule, grâce notamment au DAR, l'Alliance Diabète et Ramadan, qui définissent clairement qui peut jeûner parmi les diabétiques finalement. En réalité, les scores, c'est une stratification scientifique basée sur des éléments qui caractérisent la maladie, soit par rapport à la durée, d'abord le type de diabète, soit un diabète type 1, type 2, on va le scorer en fonction de cet élément. Puis, scorer, c'est donner des points. Alors, diabète type 1, on ne jeûne pas. Ça, c'est connu. Alors, c'est exceptionnel, mais ça existe, pour dire. Ça existe, mais malheureusement, sur le terrain, c'est autre chose. Mais justement, cette stratification selon des scores qu'on va attribuer en fonction de l'état de l'évolution de votre diabète, des épisodes d'hypoglycémie, éventuellement d'hyperglycémie. Il y a des points qui sont attribués en fonction, si vous faites des hypoglycémies, si vous ne faites pas, si vous faites assez, si vous êtes sous des ADO, des médicaments. C'est-à-dire ça dépend du médicament aussi. Si vous êtes sous insuline et ainsi de suite. Des complications sans complications, l'âge du patient, l'âge de la maladie. Donc c'est un ensemble d'éléments sur lesquels on va scorer et on va sortir avec un chiffre. Ce chiffre-là qu'on appelle le score. Et en fonction des phases
dans lequel vous y êtes, on va vous classer. Est-ce que vous êtes capable de jeûner? Déconseillé de jeûner, mais vous pouvez le faire en respectant certaines En étant accompagné aussi, peut-être? Absolument, l'accompagnement est quasi certain dans tous les cas chez le diabétique, parce que le risque est toujours présent de décompenser. Soit vous êtes carrément déconseillé et exclu. C'est-à-dire il faut exclure ce risque. Voilà, c'est plus une interdiction après, on n'est plus dans le conseil. Voilà. Donc le problème, il est là. Malheureusement, parce que c'est un rituel qui est assez ancré beaucoup plus dans notre tradition, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Donc, on n'est pas prêt à le faire. Et autre cause aussi, il me semble qu'elle est intéressante à le citer, quand on ne jeûne pas, ça pose un problème social aussi. C'est-à-dire, on va le faire où? On va rompre le jeûne où? Et avec qui? Et ceci, c'est ce poids-là qui gêne la personne à ne pas rentrer dans cette catégorie du non-jeûneur. Vous pensez qu'il y a une sorte de stigmatisation aussi, c'est ça? Absolument. Et ceci est important. On le comprend chez les patients, mais malheureusement, le jeûne lui-même est une épreuve. On jeûne pendant 15 à 16 heures. C'est une épreuve importante. Il y a aussi des prises de médicaments qui sont ponctuelles par rapport à une horloge biologique qu'on a tous, aussi bien pour le diabète que pour d'autres maladies que vous allez certainement l'évoquer tout à l'heure. Et ceci va poser un véritable problème à long terme. Il y a des patients qui nous disent « Oui, moi j'ai jeûné, j'ai déjà jeûné, je peux jeûner lundi et jeudi, je peux faire, pourquoi pas 30 ?» Le problème, c'est que quand il y a un risque, on ne sait pas quand ça va arriver. Vous pouvez jeûner pendant une semaine, 10 jours, et ça va décompenser à un moment donné par l'intervention. En plus, peut-être pour le ramadan, c'est plus compliqué parce que quand même, ce sont 30 jours d'affilée. Il y a cette notion de continuité qui peut être plus complexe, plus pesante. Professeur Hadjrout, alors pour vous, comment ça se passe quand on parle généralement, les cardiologues sont impliqués finalement dans beaucoup de maladies. On parle des hypertendus, on parle des diabétiques aussi qui peuvent avoir des complications d'ordre cardiaque. Il y a aussi les personnes qui se sont fait opérer, qui ont des stents. Alors la liste est un peu longue. Vous voyez tout ce monde en consultation. Comment ça se passe finalement? Comment vous arrivez à les sensibiliser? Bien, alors comme disait tout à l'heure ma collègue professeur Oumnia, c'est qu'effectivement quand on est hypertendu ou quand on a une pathologie cardiaque, les pathologies cardiaques sont très variées. Vous l'avez bien dit, il y a des malades qui sont pratiquement post-opératoires, il y a des malades qui ont eu droit à une angioplastie, c'est-à-dire qui sont porteurs d'un stent. Nous avons des malades qui ont des cardiomyopathies, c'est-à-dire un cœur fatigué qui risque de décompenser, et nous avons les hypertendus. À côté de cela, il y a d'autres pathologies rares. En cardiologie, on n'en parlera pas. Et donc là aussi, quand on est devant un malade, quand on nous pose la question est-ce que ce patient pourrait éventuellement jeûner ou pas, d'abord il y a sa pathologie. On doit réfléchir sur la pathologie qu'il a. Est-ce que cette pathologie-là, éventuellement, pendant cette période de jeûne, ne compliquerait pas facilement? Après, indépendamment de la pathologie, on revient au patient lui-même et ça devient au cas par cas. Alors, si on a tendance à dire que l'hypertendu, quand il s'agit d'un hypertendu sans complications, éventuellement, le jeûne reste possible. Maintenant, si on a des hypertendus compliqués, et très souvent, on partage nos malades avec les diabétos. Ce sont généralement des malades qui ont plusieurs facteurs de risque. Ils sont diabétiques, ils ont du cholestérol, ils ont de la surcharge, et tout ça va retentir sur le cœur et éventuellement évoluer vers des complications. Donc là, on revient et on réfléchit à chaque malade. Et on a tendance à dire, en fonction de ce que va avoir le malade, en fonction de l'éventualité, de la stabilité ou pas de sa pathologie, on va lui permettre de jeûner ou pas. En plus de cela, les hypertendus, ça reste relativement simple si on n'a pas de complications. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est connu que les médications que nous avons pour l'hypertension artérielle, ce sont des médications qui agissent sur les 24 heures. Donc on peut éventuellement, entre le ftor et le sahur, essayer de répartir ces thérapeutiques. Et ça à condition que l'hypertendu quand même soit équilibré. Stable, équilibré. Voilà, parce que nous, quand même, la problématique qui peut se poser chez nous en Algérie, malheureusement, c'est la non-observance aussi. Il y a beaucoup de malades hypertendus qui ne prennent pas leurs médicaments à raison, par exemple, d'effets secondaires connus. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas leurs médicaments. Tout à fait. Après, effectivement, en fonction des médicaments, on va essayer de gérer la situation. Il y a des médicaments, par exemple, qui sont donnés chez les patients qui sont hypertendus, qui sont des diurétiques. Ces diurétiques, ils peuvent nous déshydrater nos malades. Donc là, on réfléchit à deux fois pour essayer de gérer la situation avec eux et leur dire, éventuellement, s'ils ont l'autorisation de jeûner ou pas.
En fait, c'est le dialogue entre le patient et nous, c'est l'état du malade, c'est un petit peu le statut de ce patient pour prendre la décision de l'autoriser à jeûner ou pas. Oui, docteur Benachnou, alors on parle beaucoup des diabétiques et des hypertendus, mais en Algérie, on a aussi les épileptiques qui posent aussi problème parce qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. On a aussi beaucoup de maladies chroniques. Tout à l'heure, docteur Oumia en a touché un mot, les Mickey. Comment vous arrivez à toucher tout ce monde? Comment on peut les sensibiliser aussi? Très bonne question. Et là est le cœur du problème. En médecine, il y a une science qui s'appelle, annexe, qui s'appelle l'épidémiologie. C'est de dire quel est le type de maladie, de trouble le plus répandu. Nous avons écouté les interventions hospitalisantes, si je puis dire. C'est du lourd. À l'hôpital, c'est du lourd. Oui. Ensuite, un élément essentiel. Je ne peux pas venir dire, et n'importe quel médecin sur un plateau de télévision, non. Il y a un élément que l'on doit introduire, c'est celui du patient lui-même. L'historique de ce patient. A-t-il admis sa maladie? Fait-il ses contrôles biologiques? Parce qu'une maladie, on peut la contrôler. J'aime pas le mot scorer. On peut la contrôler. Est-ce qu'il fait ses examens? Est-ce qu'il fait ses analyses d'urine de 24 heures? Je crois qu'il faut aller au plus précis et c'est lié à chaque malade. Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il n'y a pas un déni de sa maladie? À ce moment-là, quand il vient, il a confiance en moi. C'est la relation médecin-malade. C'est pas de venir dire je lisais aujourd'hui dans le journal, un quotidien, deux quotidiens, on a balancé les mots des nouveaux hypoglycémiants, mais c'est ces pratiques-là qui perturbent. Seulement pour le jeûne. Le jeûne, je refuse de croire que c'est une pratique culturelle. Non, c'est une injonction pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui adhèrent à jeûner. Mais il y a un texte qui prescrit ça. C'est comme je sais pas moi, un traitement. On ne peut pas prendre les deux premiers et laisser les autres. Il y a tout un... Ce texte-là, il faut avoir l'accord du malade, discuter avec... Je ne vous cache pas qu'il aurait fallu... Moi, j'aurais ramené un Peut-être si vous permettez, docteur Benachnou... Un imam, mais il est important, c'est lui qui le convaincra ou pas, personne d'autre. Oui, mais le médecin... ça, c'est une façon... Les mêmes, ils demandent, ils disent... Écoutez votre médecin. Écoutez votre médecin. Absolument. Il dit, moi, ça m'est déjà arrivé, le malade a été voir l'imam, il est revenu vers moi, il m'a dit, l'imam a dit... Écoutez votre médecin. Mais dans la religion, si vous permettez, docteur Benachnou, je pense que le médecin fait augure quand même d'une autorité scientifique qu'il faut écouter. C'est ça. C'est-à-dire, il faut revenir à son médecin, absolument. Et quand vous dites que ce n'est pas une question culturelle, je pense que ça l'est, parce que beaucoup de gens savent que la religion leur permet de ne pas jeûner. Ils continuent quand même à le faire, comme expliquait docteur Laifa. Je vais vous inviter juste à regarder un reportage peut-être qui va expliquer justement à nos chers téléspectateurs les risques qui peuvent être liés aux jeunes lorsqu'on est malade ou porteur d'une maladie chronique. Regardez. Durant le mois sacré du Ramadan, jeûner peut représenter un risque pour les personnes souffrant de maladies chroniques comme l'hypertension ou encore le diabète. Des pathologies qui nécessitent une prise médicamenteuse plusieurs fois par jour. Selon les spécialistes, le jeûne n'est pas sans risque pour ces patients. L'idéal est de prévoir une consultation 4 à 6 semaines avant le jeûne afin d'être conseillé. Et pourtant, certains malades s'obstinent et s'opposent aux instructions de leur référent médical, convaincus de se sentir capables de tenir toute une journée sans en mesurer les conséquences sur leur santé. Jeûner lorsqu'on est diabétique, par exemple, est une décision importante qui doit être prise après évaluation des risques qui sont variables d'une personne à une autre. Il est important avant de jeûner de consulter son médecin traitant ou son diabétologue pour une évaluation précise de la situation de santé de la personne et pour une adaptation des traitements en fonction du changement de rythme. À la fin du mois sacré du Ramadan, une évaluation médicale est conseillée. Elle permettra de contrôler l'effet du jeûne sur le malade à travers un bilan de santé ainsi que son état général.
C'est un sujet signé Yasmine Messaoudi. Docteur Oumnia, alors on a écouté un peu dans le reportage, justement, on a parlé à un moment donné d'une consultation au pré-Ramadan. Est-ce qu'elle se fait, cette consultation, justement? Est-ce que les gens viennent consulter? Est-ce qu'on donne rendez-vous aux malades chroniques? Quand on a, par exemple, moi je fais une consultation de diabétologie, médecine interne, et on a plusieurs consultations. De toute façon, tous les malades qui ont une maladie chronique doivent recevoir de l'éducation thérapeutique. Et tous les malades qui ont une maladie chronique doivent être suivis, qui veulent jeûner, parce que, je vais vous dire, moi, un malade qui est, par exemple, un diabétique qui est sous insuline, je ne parle pas des diabétiques de type 1, non, ils ne doivent pas jeûner, c'est obligatoire, d'accord? Mais les diabétiques de type 2 qu'on met sous insuline... Il y en a beaucoup qui jeûnent quand même. Oui, l'étude Epidia, par exemple, c'est une ancienne étude de 2010, 43% des diabétiques de type 1 ont jeûné et 78% des diabétiques de type 2. Donc c'est vous dire que l'importance du jeûne et l'importance du mois sacré du Ramadan. Donc je vous disais que nous, on a des consultations diversifiées de gastro-entéraux, de maladies auto-immunes, de diabétologie. Mais tous ces malades veulent jeûner et tous ces malades doivent recevoir une éducation thérapeutique et doivent être suivis 4 à 8 semaines avant le mois sacré du Ramadan pour leur permettre de voir leurs examens. On les examine, on leur fait un bilan biologique et on essaie d'évaluer comment ils ont jeûné, s'ils ont jeûné et comment ça s'est passé l'année d'avant pour pouvoir dire cette année qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de là, on peut faire... Alors, on parle librement, si vous permettez, docteur Oumnia, on parle librement de cette dimension, parce que quand même, ça fait partie de la spiritualité, hein, le jeûne. Est-ce que c'est pas perçu quelque part comme une sorte d'intrusivité? Oui, le malade, on doit dialoguer avec lui. Du dialogue jaillit la lumière. On ne doit pas lui donner, comme l'a dit M. Benachnou, une ordonnance. Tu jeûnes pas et j'ai rien à dire. Non, on doit l'éduquer. Il faut une éducation thérapeutique. Il faut prendre le temps de discuter avec le malade avant 4 à 8 semaines avant et juste avant le Ramadan. Parce qu'on ne peut pas faire d'injonction. Le malade, quand vous lui faites une injonction, il adhère pas. On est plus dans le conseil, en fait. Absolument. On est dans le conseil, on lui demande conseil. Parce que moi, j'ai des malades qui sont âgés. Ma mère, par exemple, elle a 87 ans. Si je lui dis, tu jeûnes pas, elle me dit, comment? Toute ma vie, j'ai jeûné, toi, tu viens me dire, tu jeûnes pas. Et ce que me disent les malades, ils me disent, non, madame, on vous respecte, Hakim, on vous respecte, mais le jeûne, c'est sacré. D'accord? Et c'est pour ça que, quand ils nous disent ça, quand on est obligé de les accompagner. Tout ça parce que pour eux, le mois sacré du Ramadan, c'est de la convivialité. Parce que de toutes les manières, ils vont le faire. Ils vont le faire. Il y en a qui vous disent non, je ne le fais pas, ils le font en cachette. Il y en a qui le font pas tout simplement. Tous ces malades doivent être accompagnés. Pour eux, parce que pour eux, le mois du sacré, c'est un mois de convivialité. Ils doivent aboutir, ils doivent accomplir ce rite qui est religieux, qui est sacré. D'accord? Et donc, ils doivent faire quelque chose. Ils veulent pas être, comme vous avez dit, stigmatisés au sein de leur famille. Donc, Docteur Laifa, est-ce que c'est le médecin qui doit aborder la question justement du jeûne ou pas, ou le patient finalement? Est-ce qu'on va attendre que le patient pose la question ou on va d'emblée? Normalement, c'est le médecin, dans le cadre de l'éducation thérapeutique en général. C'est qui est une partie importante de la prise en charge d'un diabétique, si on parle de diabétique. Qui est permanente. L'éducation thérapeutique, c'est pas, on ne fait pas une éducation à 2 semaines du Ramadan. C'est un suivi. J'y arrive, je vais venir. Oui, docteur Laifa, terminez. Justement, donc effectivement, c'est le patient. Et dans notre métier, on a dans un sens de la chance de pratiquer un métier où on peut exercer ou faire sentir notre empathie. Parce que par rapport au patient, il faut que le patient sent qu'il s'agit d'un chantier en commun. Ça, il faut qu'il sente que cette charge-là, qui est un petit peu morale, physique, elle doit être partagée avec son médecin. Le jour où il sera convaincu que vous faites ça, non seulement pour des raisons, parce que vous êtes le médecin, vous êtes l'autorité scientifique, et lui, et le patient, il doit juste recevoir des instructions par rapport à son cas. Là, nous sommes dans une dimension assez sèche et qui ça n'aboutit pas au but qu'on veut atteindre. Qui n'est pas efficace. Mais une fois le médecin, il doit cette prise en charge de la façon de l'éducation doit être permanente tout le temps, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts, il n'y a pas que le jeûne, il y a beaucoup d'autres choses, même en matière de convaincre le patient de suivre une hygiène de vie particulière, c'est l'engager sur une voie sur laquelle il y a des résultats importants et positifs. Et ça doit être continu, hein, comme vous disiez à l'instant, docteur Benachnou. Oui. C'est ce qu'on appelle
le suivi du malade. Moi, je trouve, dans ce pays, on raisonne en fonction des circonstances. Moi, je football. Je crois que le suivi, votre malade, mon malade, moi, est-ce qu'il est régulièrement? Je le connais. Il y a une relation, comme disait, il y a une relation qui s'établit, de confiance qui s'établit. Est-ce qu'il fait ses examens périodiques? Est-ce qu'il connaît son hémoglobine glyquée? Comment il vit sa maladie? Mais c'est ça qui nous fait défaut. Je crois, là c'est un discours, si vous permettez, un discours hospitalier. C'est du lourd à l'hôpital. Non, c'est votre boulot. C'est notre boulot. Pas de problème. C'est du lourd. Oui. Mais il ne faut pas prendre comme référence l'hôpital. L'hôpital, ça, c'est quelque chose de totalement différent. Les diabétiques, on parle de 4 millions de diabétiques, mais on oublie de parler du prédiabète. Vous connaissez ça mieux que moi. Et c'est lui qui me détermine ma population qui va enrichir. Qui va arriver, justement. Qui va arriver. Docteur Hadroud, justement, docteur Belachnou a parlé tout à l'heure de plusieurs types de patients. Ça, c'est un point très important aussi. Alors aujourd'hui, on peut parler de patients qui ne posent pas de problème, donc qui sont disciplinés, des patients qui ne vont faire qu'à leur tête, et des patients, il en a parlé aussi, des patients c'est-à-dire qu'on ne voit pas, qui ne consultent pas. Finalement, quelle est la part, dans tout ça, quelle est la part des personnes disciplinées? Bien, alors effectivement, comme disent mes collègues, l'éducation thérapeutique, c'est à longueur d'année. Malade est suivi en consultation pendant toute l'année. Il a une consultation tous les 3 mois. Il va venir avec des bilans tous les 3 mois. Et en fonction des résultats qu'on a sur son bilan, on va revenir à la charge par rapport à une certaine éducation thérapeutique, à une certaine hygiène de vie. Donc là, parler éventuellement du jeûne juste les 4 semaines avant le jeûne, à mon avis, c'est déjà un peu trop tard. C'est des malades qu'on prépare au long cours. C'est-à-dire déjà, à partir de 3 mois avant, on commence à discuter pour l'emmener à accepter l'éventualité de cette idée de ne pas jeûner. Après, quand on demande à un malade de ne pas jeûner, on va lui expliquer le pourquoi de la chose. Il est hors de question d'imposer. La décision doit être partagée et la responsabilité doit être partagée. Et effectivement, là, vous avez des malades qui ne viennent pas en consultation éventuellement les 3 mois avant le ramadan, tout simplement pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec le médecin qui leur dit « Écoutez, votre situation et votre cas aujourd'hui et votre pathologie n'étant pas stable, l'idéal, on ne peut pas dire il est hors de question d'eux, l'idéal c'est de ne pas jeûner. » Donc il y en a qui fuient et qui ne viennent pas à la consultation uniquement pour ça. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il faut savoir dialoguer avec les malades, il faut les mettre en confiance. Le malade comprend, il faut tout expliquer en disant « Voilà le pourquoi ». Je ne vais pas sur le ramadan cette année. Oui, allez-y. La question était, quelle est la part justement des personnes disciplinées? C'est-à-dire finalement, au fil des années, alors on en parlait tout à l'heure juste avant le début de l'émission, vous disiez que les choses commençaient à changer plus ou moins, c'est-à-dire aujourd'hui vous voyez une génération peut-être de patients qui sont plus à l'écoute. Effectivement, actuellement on a une génération qui est plus à l'écoute et les malades viennent vous voir en vous disant... Ils vont jusqu'à vous dire, j'ai vu l'imam du quartier et il m'a demandé de voir le médecin. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Donc là, quand on arrive à discuter avec les malades, quand on arrive à leur expliquer la réalité du problème, je peux vous dire qu'on a quand même facilement les 3/4 des malades qui adhèrent à ce que vous leur demandez de faire. D'accord. Après, il faut dire aussi aux malades, peut-être que l'année prochaine, parce que on le disait et on revient toujours à dire, c'est au cas par cas. Il est hors de question de dire tout hypertendu ne doit pas jeûner ou tout cardiopathe ne doit pas jeûner. C'est au cas par cas. Vous savez, moi j'ai eu des malades qui avaient des cardiopathies assez sévères avec des fonctions cardiaques qui n'étaient pas correctes et qui ont réussi à jeûner parce qu'on leur a expliqué, on leur a dit comment il fallait gérer la journée. Et en prenant leur thérapeutique comme il se doit, ça a été une motivation, le jeûne, finalement. Exactement. Donc on a quand même une bonne proportion de gens qui adhèrent à cette idée-là. Mais peut-être qu'on a aussi... Je crois que vous portez la question sur ce qu'on appelle en médecine les perdus de vue. Oui, aussi. C'est ce que je lui disais. Oui, mais les perdus de vue, ce sont ceux qui ne vont pas venir délibérément. Les perdus de vue, parce que pendant le ramadan, ils se sentent bien, ils se disent c'est une maladie. Parce que comme c'est une maladie silencieuse, ceux qui ne savent pas... C'est ça la difficulté, en fait. Oui, c'est une maladie silencieuse, ils se disent pourquoi je ne vais pas jeûner? Je ressens rien, je n'ai pas de douleur, j'ai rien. Mais c'est que les complications arrivent après. Une fois que le diabète est très déséquilibré pendant le ramadan. Ce qui est difficile, justement, c'est cette notion d'invisibilité
spécialité dans la maladie chronique, c'est-à-dire c'est un risque qui est, j'allais dire, pondéré. On n'arrive pas vraiment à communiquer et à parvenir l'information au malade. Oui, parce qu'ils vous disent, pourquoi tu me dis, pourquoi vous me dites de ne pas faire Ramadan? Je ressens rien, je fais mon insuline le soir, il n'y a pas de problème. Donc il faut, c'est ce qu'a dit le professeur Adjouroud, il faut discuter avec le malade, il faut lui expliquer, il faut l'accompagner et lui expliquer le pour et le pourquoi des choses. Pourquoi on leur demande de ne pas jeûner, quelles sont les complications. Et je pense que quand on prend le temps de bien expliquer aux malades, ils adhèrent. Ils arrivent à adhérer. Tout le monde ne le fait pas, malheureusement, professeur Oumnia. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui tombent un peu dans la ritualisation des prescriptions, c'est-à-dire des ordonnances ou des prescriptions, c'est-à-dire on voit même plus le malade parfois. C'est ça qui est un peu regrettable, n'est-ce pas, docteur Laifa? Oui, par rapport à ça, effectivement, il y a certains patients qui, une fois qu'ils connaissent déjà le verdict, ils ne veulent pas l'entendre, déjà pour le faire. Mais il y en a d'autres qui adhèrent parfaitement à la vie de leur... Là, le lien de confiance, il est quand même assez présent. Comme vous l'avez dit, effectivement, pour la génération actuelle, c'est une génération assez instruite et qui lisent beaucoup, donc qui ont des connaissances et qui peuvent effectivement suivre le médecin quand il s'agit d'une instruction. Mais dans la pratique, moi, si on parle des diabétiques, ceux qui ont vécu des hypoglycémies sévères savent de quoi il s'agit. Et ils savent très bien, et c'est un risque qu'ils ne veulent pas courir. Donc, cette catégorie-là... Cette catégorie, déjà, elle est interdite de jeûner. Non, quand on fait une hypoglycémie, ça dépend de la raison pour laquelle, ça dépend de l'état. On va stratifier le patient en fonction de certains scores, même si on est très bien équilibré, on peut faire à l'occasion d'une erreur thérapeutique ou d'autres, on peut faire une hypoglycémie sévère qui peut vraiment être menaçante. Si on tombe dans le coma... Mais tout de suite après, ça c'est le cas extrême. Mais dans le cas assez classique, il y a des gens qui font beaucoup d'hypoglycémie. Et ceci, c'est un cauchemar. Donc, il est ressenti par le patient. À l'inverse de l'hyperglycémie qui n'est pas ressentie du tout. Et ça fait partie des normes qu'on utilise pour la rupture de jeûne. Une fois que le jeûne est autorisé, ce n'est pas une carte blanche. Donc ça peut toujours s'arrêter à certains moments. Et ceci est également réglementé par des normes. Quand la glycémie dépasse 3 grammes par litre, il faut arrêter le jeûne. Et là, les gens ne comprennent pas pourquoi. Voilà, moi, ma glycémie, elle est élevée, laissez-moi jeûner, ça va baisser. C'est ça, j'allais arriver justement, j'allais vous dire que parfois, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Parfois, des diabétiques, en faisant des hyperglycémies, ils pensent qu'ils vont faire baisser leur glycémie en jeûnant, alors que ça ne se passe pas comme ça. Exactement, ça se passe pas comme ça. Le diabétique, il est toujours en hyperglycémie, même s'il ne mange pas, de toute façon. Déjà, c'est une hyperglycémie chronique, c'est la définition du diabète lui-même. Donc, effectivement, mais ils ne savent pas que quand la glycémie monte comme ça, alors que vous n'êtes pas en train de manger, donc il n'y a pas un apport calorique, votre organisme va trouver un autre carburant, il va commencer à dégrader les protéines. Et c'est pour ça et d'autres éléments, ce qui va nous exposer à ce qu'on appelle l'acétose. Et là, une acétose, c'est quand même très dangereux par rapport à... Et c'est une complication qui va venir après et qu'on ne le voit pas venir. Et ça c'est la différence. L'hypoglycémie, on a de la chance de la sentir venir, il suffit qu'elle baisse un petit peu, on a certains symptômes qui vont s'exagérer jusqu'à effectivement la perte de connaissance. L'hyperglycémie, non. Et c'est pour ça qu'on a ce point-là, au-delà de 3 grammes, c'est une recommandation internationale en matière d'arrêter le jeûne. Et c'est moins de 0,7. Bon, mais au-delà, et puis il y a une autre condition, une fois un incident de ce genre s'est passé pendant le jeûne, il ne faut plus revenir au jeûne. Ce n'est pas parce que c'est arrivé aujourd'hui, j'ai rompu le jeûne, mais le lendemain, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il y a un risque, le risque il est là, il est arrivé, on ne doit pas le faire au moins cette année. Bon, demain est un autre jour. Donc l'année suivante, c'est une autre histoire. Docteur Minachnou, il y a aussi un autre point qui est très important, me diriez-vous, c'est peut-être aussi le flux d'informations qu'on a aussi sur Internet. Beaucoup de gens vont sur Internet et on apprend que en jeûnant ou en observant le jeûne, ça peut guérir certaines maladies. Exactement. Par exemple, l'hypertension artérielle notamment, on dit que ça fait baisser l'hypertension artérielle. À quel point le fait d'aller traquer ou d'aller chercher des informations sur Internet peut être dangereux également? Parce que je n'ai pas d'informations de la part de mon médecin. Et la nature a horreur du vide.
Je crois que c'est ça. Il faut passer un logiciel qu'on a de fonctionnement de notre médecine sur le terrain, c'est de ne pas venir une complication. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une complication. Il faut prendre son temps d'expliquer ce que c'est qu'une insuffisance rénale. Des termes du malade. Des termes du malade. Et mieux, utilisons les techniques actuelles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je leur dis ça, moi. Est-ce que vous savez ce que c'est rester branché pendant 4 heures avec des tuyaux, tout ça? Oui, c'est vrai. Une complication, c'est un terme médical. Il faut sortir, je le dis, de l'hospitalocentrisme et de descendre une consultation. Il faut expliquer et surtout l'hôpital doit passer la main. Oui. Au niveau du docteur Hadrout, il y a un point très important qui vient d'évoquer justement. C'est le terrain. Vous ne vous êtes pas attardé là-dessus malheureusement. C'est le fait de consulter son médecin traitant et de ne pas, c'est-à-dire quand on veut avoir, parce que parfois justement, parce qu'on veut fuir ou on ne veut pas être géré par son médecin parce qu'on sait ce qu'il va dire, qui va être sévère peut-être ou là. Alors il faut rappeler l'importance justement d'aller voir son médecin traitant, celui qui nous connaît, pas n'importe qui. Exactement, exactement. Effectivement, en principe, le malade, il est à une consultation, il est connu par le médecin. Tout est colligé dans le dossier de ce patient. Et donc, chaque fois qu'il vient, le médecin traitant qui a l'habitude de le voir comprendra très rapidement quel est le souci du jour du patient. Donc, normalement, il est indispensable qu'il retourne voir son médecin traitant pour poser la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui ou cette année-là, moi, je peux aller jeûner ou pas? Après, effectivement, vous avez beaucoup de malades qui viennent vous dire, en tout cas chez nous, les cardiologues, vous n'avez pas entendu parler du jeûne intermittent pour éventuellement, effectivement, baisser sa tension artérielle? C'est très différent de ce que nous alors, il faut expliquer. Nous, c'est une vraie preuve, finalement. Il faut expliquer, il faut dire, détailler. exactement. Il faut dire, attention, c'est ce jeûne intermittent, c'est pas le jeûne que nous avons, nous, sur les 17 heures, ou sur les 15 ou 17 heures, où on ne prend rien du tout, même pas d'eau. D'accord? Oui. Donc effectivement, c'est une véritable épreuve. Exactement. Il faut leur expliquer, surtout à ces gens-là qui sont hyper tendus. Avec des termes appropriés, pas scientifiques. Et des termes basiques. En leur disant... Non, je pense que les médecins que nous avons autour de cette table, ils font de la vulgarisation. Oui, absolument. Ils parlent, voilà. C'est pour ça qu'ils sont dans cette émission. On n'a pas le choix. On est obligé de faire de la vulgarisation, on est obligé d'expliquer. Moi, je suis dans un secteur d'Al-Habash. Les gens, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent, mais il y a des gens qui ne savent pas. Quand je ne vais pas leur dire hypoglycémie, je leur dis c'est clair. Voilà, donc je suis obligée de mettre à leur niveau et de leur expliquer, soit à eux, soit à leur famille, bien sûr. Il faut aussi, l'éducation thérapeutique doit se faire pour la famille aussi, et pour l'entourage. Parce que c'est vrai que le malade lui-même, c'est pas suffisant. Ses enfants, sa femme, donc... Vous savez, il y a quelque chose que le malade nous dit souvent. En tout cas, chez nous, les cardiologues, probablement en médecine interne et en diabéto. Souvent, le malade vous dit, vous lui dites, écoutez, dans votre bilan, votre taux de cholestérol n'est pas bon. Il vous dit, mais moi, je suis au régime. Je ne mange pas de gras. Oui, il faut expliquer que le cholestérol, ce n'est pas que le régime alimentaire. Que le cholestérol peut être une partie du cholestérol, et notamment les 2 tiers, fabriqués par le foie. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adhérer au régime. Donc il faut adhérer au régime, mais attention, en plus du régime, il y a d'autres décisions à prendre pour pouvoir arriver à ne pas verser dans la complication. Docteur Laifa, quels sont les risques justement? Alors on a dit qu'il y a des gens quand même qui vont jeûner, même si on leur dit que dans votre cas, il est préférable de ne pas jeûner. À quel point cela peut être préjudiciable? D'abord, le premier risque, en dehors de l'histoire de, si on parle de certaines de maladies chroniques en général, déjà, c'est la période de rupture de jeûne. Nous, on rompt le jeûne pendant 8 heures. Au maximum. Déjà. Donc on doit tout faire pendant les 8 heures. On doit manger, prendre des médicaments, reprendre des médicaments, alors que l'horloge biologique n'est pas calquée sur les 8 heures, elle est calquée sur les 24 heures. C'est clair. Donc on va rétrécir, et c'est d'où l'intérêt, quand on est en bonne santé, on a cette capacité de s'adapter à la nouvelle situation, et bien sûr tirer des profits. On sait très bien que le jeûne, il possède quand même des profits très importants pour la santé et des bienfaits. Mais le problème quand on ne fait pas des écarts, entre autres, oui. Eh bien, on fait tout. On fait tout, hein, donc pratiquement tout, mais c'est à ce moment-là que les risques, vous savez très bien que les médicaments par voie orale en général, les comprimés, ils ont ce qu'on appelle une demi-vie. C'est-à-dire qu'un médicament, si votre médecin le donne 2 fois par jour, ça veut dire qu'il a une demi-vie, chaque prise de 10 heures à 12 heures. Ici, 3 fois, donc c'est 7 heures à 8 heures. Et ceci est calque, il ne faut pas qu'il y ait un effet de chevauchement.
C'est-à-dire qu'il y a une prise que vous allez le prendre à 8 h du soir et puis à 2 h du matin, entre 8 h du soir et 2 h du matin, il y a 6 h et puis vous allez rester 20 h ou 18 h sans prendre rien du tout. C'est toujours le même organisme. Votre organisme ne va pas réagir à ce que, parce que vous êtes en jeûne, mais parce qu'il y a une prise de médicaments. Et ceci, encore plus quand il s'agit d'une armada thérapeutique importante. La majorité de nos patients sont polymédiqués. Ce sont des patients qui prennent plus de 4, 5, 6, 10 médicaments, au moins 10 prises. Cela ne peut pas jeûner, hein, docteur Laifa. Oui, dans l'absolu, mais il faut aller les convaincre, entre autres. Ça fait partie des moyens d'explication. Attention, ce médicament ne peut pas être efficace. C'est pas parce que vous êtes, dans la majorité des cas, chez les patients qu'on autorise un jeûne, on réajuste le traitement. On ne le prend pas déjà au même moment. Donc, on veut retirer même une prise. Et laisser. Donc, on le fait généralement à combien de temps du ramadan, généralement, quand on doit revoir les horaires de médicaments, comment on le fait généralement? On doit le faire c'est-à-dire, on ne va pas commencer le premier jour du ramadan, on doit le faire avant. Bien sûr. Le quoi? Bien sûr. Réajuster les horaires. Bien évidemment, ça fait partie des consultations pré-ramadan. Et puis, dans toute l'année, c'est très bien. Il y a des patients que même si on a autorisé, ils vous appellent. Moi, pendant ces 2 semaines, c'est les appels, comment je dois prendre, ça c'est pour les gens autorisés, bien évidemment. D'accord. Et il est ajusté en fonction de certaines situations. Il y a des situations où on prend des risques tous, hein, parce que quand il insiste, comme il a dit, s'il insiste, il est là. Vous, en tant que médecin, vous êtes obligé de l'accompagner. Hein. C'est ça. Vous ne pouvez pas lui dire non, on n'a pas l'autorisation morale de le faire. On doit l'accompagner. C'est comme les gens on est obligé, ils sont dans l'indication de prendre les insulines et ils refusent pour des raisons X. On continue, mais on continue dans des difficultés énormes jusqu'à peut-être le convaincre un jour, parce qu'il y a des patients qu'on n'arrive pas à le convaincre au début, mais par la suite, en voyant certains cas, on va utiliser tous les moyens. Parfois, on va lui faciliter les choses, il faut lui expliquer de façon assez simple et ainsi de suite. C'est quoi le risque, hein, docteur Laifa? On a parlé un peu de le risque. Alors, le risque numéro 1, c'est l'hypoglycémie. Attention, quand il y a un apport qui est arrêté. Il faut dire que c'est un danger sur la vie de la personne. Ah oui, ça peut entraîner la mort. Hein. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Et c'est arrivé. Hein. Et pendant le jeûne, on a eu des cas ici. Hein. Donc malheureusement, on ne peut pas... Bon, c'est quand même un risque ultime, généralement, parce qu'on a quand même des certains symptômes. Le pronostic vital est oui, il est présent. Et on ne sait pas à qui, ça va tomber chez qui. Hein. C'est pas... Donc, prendre ce risque ou courir ce risque est quand même une aventure qui est mal calculée et donc tout le monde doit s'impliquer afin d'éviter la situation. L'hypoglycémie est plus grave que l'hyperglycémie. Oui, ça c'est important. Le pronostic vital peut être mis en jeu. Oui. C'est pour ça qu'on sucre, c'est-à-dire même si on ne sait pas si c'est une hyper ou une hypo, on donne du sucre dans tous les cas, c'est ça. Il y a des signes quand même de l'hypoglycémie, mais pas toujours, elle peut être silencieuse, d'accord. Donc l'hypoglycémie on y est plus revient, je vais vous poser la question de toute façon sur les signes, oui, docteur Benachoui. Oui, c'est pour ça que je conseille. Et c'est là où nos pratiques doivent changer. Oui. Il faut toujours, on reçoit le patient avec, par exemple, son épouse ou sa fille ou son époux. Tout à fait. Et c'est là où on a des informations. Vous dites, l'autre jour, tu as fait une hypoglycémie, on a été obligé. Et je crois que c'est notre façon de fonctionner. Nous, médecins, on fonctionne. Ils ont un rôle très important. Un rôle très important. Pas de dire de laisser attendre. Responsabiliser. Et c'est l'épouse. Les éduquer. Il faut les faire de l'éducation. C'est ce que je dis. Même dans les repas, d'ailleurs, je pense qu'il faut accompagner. Effectivement, là, c'est un élément fondamental actuellement. Vous savez que le repas de Ramadan, n'a rien à voir avec le repas qu'on a à longueur d'année. Donc, quand on reçoit nos malades, éventuellement, les quelques jours avant le Ramadan, quand ils viennent nous voir, ils ont 2 questions à nous poser. La première question qu'ils nous posent, est-ce que je fais le jeûne ou pas? La deuxième question, comment vais-je prendre mes médicaments? Ils oublient de vous parler du régime. Comment je mange? Ils font abstraction. Par contre, là, on est obligé de remettre ça sur la table et de leur dire, attention, même si on vous autorise et même si on essaye d'adapter votre traitement par rapport à ces 8 heures où vous pouvez éventuellement manger, attention, le régime alimentaire est quelque chose de primordial. Et c'est ça
qui risque de vous pousser vers la complication. Et nous, on mange, si vous permettez, docteur Benachou, il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a ce poids culturel de la table, j'ai envie de dire, bien garnie. Oui, c'est ce que j'allais dire. De la table bien garnie du Ramadan. Et quand on a un malade chronique, il faudrait que tout le monde se mette c'est un moment douloureux. C'est un moment douloureux. Voilà, moi, ce que je dis, par exemple, aux femmes qui accompagnent, si c'est un homme qui est diabétique, sa femme, je lui dis, il ne faut pas mettre sur la table toutes les sucreries. Parce qu'il faut pas le tenter. Mais c'est une table extrêmement garnie. Et le malade, comme on dit, il a envie de manger. C'est un moment douloureux. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger, docteur Mnia? Alors, manger d'abord, pour rompre le jeûne. Le diabétique, par exemple, ou autre, il peut rompre le jeûne avec une date éventuellement. Ce qu'il ne faut pas manger, les sucres d'absorption rapide. Donc, éviter toutes les sucreries. Les limonades, les sherbettes. Alors là, c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Mais il faut manger équilibré. 45% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. C'est ce qu'on appelle l'assiette du Ramadan. Pour un diabétique, par exemple, il faut manger équilibré. Il faut, par exemple, entre les repas, au lieu de manger des sucreries ou autres, il faut manger des fruits secs, les noix, les noisettes. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut qu'il se réhydrate. Éviter les jus, justement. Les jus interdit. Même les jus pressés, à préférer des fruits, c'est ça? Oui, parce que c'est riche quand même. Il vaut mieux manger des fruits. Et on écrase les fibres. Les fibres sont découpées. Parce que je voulais ajouter quelque chose qui concerne surtout le grand public. Oui, allez-y, bien sûr. C'est-à-dire, une fois que le jeûne est autorisé à un membre de la famille, il faut que toute la famille soit engagée sur cette voie. Oui, tout à fait. Et il faut qu'il y ait, parce que, attention, surtout pour les personnes âgées, on a un problème, il y a des personnes âgées qui font des hypoglycémies infracliniques. C'est-à-dire, c'est une hypoglycémie sans symptômes cliniques. Donc, il n'y a rien. La glycémie, elle est en train de baisser alors qu'il ne manifeste pratiquement aucun symptôme ou très peu de symptômes. Et ceci, donc, doit être toujours vérifié. Le moindre doute, il faut prendre cette glycémie. Et afin d'être sûr qu'il s'agit d'une hypoglycémie qui peut le faire tomber effectivement dans carrément un coma alors qu'elle ne passe pas forcément... À quelle cadence, docteur Laifa? C'est-à-dire qu'il faut avoir un tensiomètre à portée de main. Alors un regard, un lecteur de glycémie. Voilà, un lecteur de glycémie aussi à portée de main, les deux, je veux dire. Si on parle des diabétiques ou bien des hypertendus, effectivement, il faut avoir toujours un lecteur à portée de main et très proche afin de pratiquer au moindre doute. On n'attend pas un symptôme, on se sent comment? Un doute quand il s'agit d'une personne âgée. Donc il faut. C'est quoi les signes, docteur Laifa? Ça, c'est très important. Le problème, le problème de l'hypoglycémie, quand il y a les signes, tant mieux, parce que ce sont des signes annonciateurs d'un problème. Et là, tout le monde se rend compte. Parfois, il n'y a pas de signes. Et il existe au moins, ou bien il y aura des signes quand la glycémie baisse trop bas. C'est-à-dire, elle passe jusqu'à 0,50, voire même c'est trop moins. tard. Et c'est un peu tard pour y remédier. Et c'est pour ça que je reviens à votre remarque qui est pertinente, qu'il faut donner du sucre, quel que soit devant n'importe quel symptôme. Et ceci, pour une raison simple. On conseille aux patients, par exemple, de mettre un morceau de sucre carrément sous l'oreiller quand il y a une gêne quelqu'un qui n'est pas obligé de se lever, d'allumer, de chercher le lecteur et prendre sa glycémie. Il faut d'abord, s'il y a des symptômes, il faut qu'il prenne ce morceau de sucre. Les gens me disent, attention, ici il s'agit d'une hyperglycémie, là on va l'exagérer. Alors, un morceau de sucre ne peut pas exagérer, il ne peut ajouter qu'à peine 0,4 g de glycémie à quel que soit le chiffre. Or, s'il s'agit d'une hypoglycémie, ça va le sauver. Donc, c'est 0,4 g par litre est quand même intéressante pour que cette hypoglycémie ne tombe pas. Donc, l'attention est particulière et surtout à 1 heure. Les premiers jours, à 1 heure du jeûne. Dans les 1 heure, voire même 2 heures avant la rupture de jeûne, il faut prendre la glycémie à ce moment-là. Et ça sera encore plus pour les personnes qu'il s'agit d'un diabète inaugural du sujet âgé, parce que le diabète inaugural chez jeune, en général, elle est facilement identifiable et les symptômes sont très voyants. Ce n'est pas le cas du sujet âgé, même s'il tient, vous le sentez, vous le voyez dans son regard, il y a toujours quelque chose qui change. Au moindre changement, il faut passer à prendre une glycémie ou bien à prendre sa tension artérielle. On rappelle juste les valeurs parce que c'est très important. C'est supérieur à 3 grammes et inférieur à 0,10 g par litre, interrompre le jeûne, quel que soit le moment de la journée. Ça, c'est très important, docteur Benachou, justement, c'est quand on parle de cette notion de négociation entre le médecin et le malade, c'est d'accepter aussi de rompre le jeûne, même à une encablure du Aden ou de l'appel à la prière.
Ça c'est important. Ça se tisse. Même si on est à une seconde du Eden. Ça se tisse au fil du suivi. Je sais que mon malade, quand je lui donne une instruction et je lui donne une information, attention, il faut... Ça se tisse, c'est pas au moment du mois de carême. Non, bien sûr. Ça se tisse. Donc, il faut, au cours de la prise en charge du patient, arriver à établir un lien permanent, pas parce qu'il y a Ramadan ou là, parce qu'il y a... regardez ceux qui font le sport, on a oublié. Oui. Ils disent que Saïm, et je fais du sport dans le sens le plus large possible. C'est faire une partie de foot dans le quartier. Mais même ça est dangereux. Je crois que là aussi, il faut expliquer aux malades qu'il ne faut pas faire son jogging le matin comme la robe, mais attendre. Et surtout, chez le diabétique, on parle des diabétiques parce que c'est le gros de la troupe et ça va venir. C'est entendu aussi, c'est le tiers de la population. Voilà, et ça, attention, les non déclarés, ce qu'on appelle, et il faudrait développer ça chez nous, le pré-diabète. C'est ça qui m'assure de diminuer pardon, une chose, ce qui est important, c'est d'insister sur prendre de l'eau. Ça, c'est important. C'est pas le manque de nourriture, c'est la déshydratation qui est très grave quand on jeûne. Oui, justement, vous me tendez une perche, ça sera la thématique de la semaine prochaine, parce qu'on va parler justement de comment faire du jeûne son allié, comment bien jeûner. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent terminée. Alors, on retiendra justement de ne pas jeûner sans consulter votre médecin et puis faire attention, notamment pour ceux qui ont plusieurs prises médicamenteuses. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Saharmdan.com. Je vous revois mardi prochain. Santé Mag sera diffusé tous les mardis à 17h pendant le Ramadan. On se fera un grand plaisir de vous retrouver pendant ce mois sacré. Au revoir. Merci.